Avec nous, fidèle à CNews. Et bonne année à vous, bon réveil si vous vous réveillez après une bonne soirée festive, on l'espère le plus possible. On est ensemble jusqu'à 10h et pour m'accompagner, William Tay, toujours président du think tank Le Millénaire. Je vous souhaite une bonne année. Merci parce beaucoup, que ça fait plaisir, on va également. distribuer un petit peu de bonne année, ça fait du bien. Sabrina Metchber, vous êtes essayiste et directrice de l'École française supérieure de conseil en images. Et bienvenue à vous et également un accueil à Samy Biazoni, essayiste et docteur en philosophie. C'est une bonne année qui commence là. Oui, c'est une bonne année qui commence. Ouais, vous avez décidé de prendre des bonnes résolutions ou pas? Oui, moi je suis plutôt optimiste. Ouais. Ouais, en tout cas, vous avez commencé la résolution de commencer l'année de bonne heure. Ah, de bonheur. Très bonheur. Ouais, ça va, c'est pas trop difficile? Ça va. Bon, c'est parfait. Allez, on va développer ensemble les grands thèmes de l'actualité. Ça y est, vous vous réveillez, vous êtes en 2022, ce deuxième réveillon placé encore une fois sous la menace du Covid, mais vous êtes nombreux à avoir malgré tout célébré comme il se doit le passage au Nouvel An. Nous ferons un petit tour du monde des festivités dans cette édition. Nous reviendrons bien sûr, évidemment, sur les derniers vœux du mandat d'Emmanuel Macron. En à peine 14 minutes, il a lancé un appel aux non-vaccinés en annonçant des semaines difficiles. Il a dressé un bilan de son quinquennat et a voulu terminer sur une note optimiste en disant qu'il y avait des raisons d'espérer. Vous l'entendrez et on en débattra. Et puis nous reviendrons aussi sur la déferlante Omicron qui a largement contraint les festivités du Nouvel An. Et ce n'est pas fini. Emmanuel Macron a lancé un appel très clair aux 5 millions de Français qui ne sont pas encore vaccinés alors que les hospitalisations augmentent très nettement. Nous voilà donc en 2022, ça rime avec mieux, on l'entend assez régulièrement, peut-être l'année du mieux. On va faire un petit tour d'horizon quand même de ces images qui font du bien en ce début d'année, tour d'horizon des festivités, même si elles ont été contraintes. On peut voir ici l'illumination de la Tour Eiffel qui a pris les couleurs de l'Union européenne puisque la France prend la présidence de l'Union européenne à partir d'aujourd'hui. Ceux qui étaient au ski, qui ont la chance d'être à la montagne, n'avaient pas droit non plus à des feux d'artifice. Mais bon, chaque commune s'est adaptée, à contourner et finalement tout le monde a pu bénéficier d'une soirée relativement calme parce qu'il faut noter par ailleurs qu'on attend toujours à la Saint-Sylvestre des agressions, des voitures incendiées, etc. On n'a pas de bilan encore précis pour l'heure, mais globalement, la soirée a été plutôt calme. Les mesures ont été respectées. Un mot comme ça sur ces Français qui s'habituent tant bien que mal à ces restrictions, mais on a craignant qu'il y ait l'effet cocotte minute, finalement. Il n'y a pas eu. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste sur 2022. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir peur au début de la crise sanitaire, mais qui aurait pu se douter après quasiment 2 ans de crise sanitaire, que les Français seraient montrés, alors qu'ils étaient considérés comme le peuple le plus réfractaire, le plus révolutionnaire, à accepter autant de mesures et à sacrifier leur plaisir personnel et leur liberté personnelle en vue d'un objectif qui est collectif, qui est la protection de la population et la protection du système hospitalier. Et ensuite, après, au bout de 2 ans, qui aurait pensé qu'on aurait déjà eu un vaccin. Donc il y a un certain génie humain. 2022 sera vraisemblablement meilleur que 2021 et 2021 était déjà meilleur que 2020. Donc je suis plutôt optimiste. Et les Français ont montré qu'ils ont fait preuve d'abnégation. Quand on regarde l'histoire de France, on a toujours vu qu'en fait, les Français, à certains moments de l'histoire, ont été capables d'un sursaut collectif. En période de crise. En période de crise, ils sont toujours montrés soudés et qu'ils ont été capables de construire un nouveau pays d'allant. C'était le cas après la Seconde Guerre mondiale. On se rappelle, c'était les jours d'après. Est-ce qu'aujourd'hui, on va être capable, à l'heure où les Français vont se donner un rendez-vous qui se donne tous les 5 ans, de choisir un nouveau destin collectif, être capable de se redresser pour faire en sorte que la France redevienne un des plus beaux pays du monde? Sabrina Metchber, sur cet optimisme et cette résilience des Français qu'on a vu pas plus tard qu'hier soir à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Alors effectivement, oui, les Français sont peut-être optimistes parce que la majeure partie d'entre eux sont vaccinés et que ça leur a permis de retrouver un certain oxygène social et des libertés qu'on leur avait confisquées et des liens sociaux et affectifs que on leur avait confisqués pendant la première période de confinement. Résilients, évidemment, je rejoins tout à fait votre propos. Ils sont capables, le peuple français est capable d'un sursaut citoyen et collectif pour l'intérêt supérieur de la nation et en tout cas en vue de l'intérêt supérieur de la nation pour éviter toute catastrophe anthropologique comme on a pu justement le constater après la première crise, en tout cas après le premier confinement qui a conduit à des dégâts vraiment, et je pèse mon mot, des dégâts psychosociaux dramatiques en termes de psychologie sociale collective liée justement au développement de névroses et de tout paradigme psychosociologique différent. Voilà. Samy Biazoni, sur ce début d'année 2022, marqué par un respect globalement des contraintes qui sont très pesantes pour les Français. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un effet de normalisation de la normale.
Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est pas propre aux Français. J'aurais aimé le penser et qu'on est un peuple supérieurement résilient et intelligent. On l'a été, très clairement. On n'a pas à en rougir. Mais il faut constater que la plupart des pays du monde... Oui, c'est humain. En réalité, c'est une caractéristique infinie. Il faut lire Primo Levi pour le comprendre. C'est-à-dire pendant les pires vicissitudes, en fait, l'être humain a cette capacité à s'émerveiller, même lorsque les situations sont très dures, et à revivre. Il faut penser que les plus belles fêtes, au dire même de ceux qui les ont vécues, c'était les fêtes clandestines pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant voilà. Les années 20 après, c'était juste après le trauma de la Première Guerre mondiale. Mais voilà, il y a quelque chose de très particulier à ces moments-là. Et effectivement, c'est le signe aussi qu'on a vécu ou qu'on vit une crise profonde. Et cette crise profonde, on s'en accommode quelque part. C'est le fait de s'en accommoder jusqu'à quand? Enfin, on pose depuis le début de la crise, d'ailleurs, jusqu'à quand ça va tenir? Jusqu'à quand ça va tenir? Là, ça fait 2 ans. C'est notre 2e réveillon sous Covid et ça tient toujours. Oui, ça tient dans la mesure où les Français, à la différence, parce que on a vu que souvent les Français étaient fans, c'était un pays de manifestation. Mais parce que, en fait, on se souvient des Gaulois réfractaires. Des Gaulois réfractaires d'Emmanuel Macron. Mais en fait, les Français manifestent parce qu'ils ne comprennent pas le sens d'une politique publique, qu'elle va dans un sens ou dans un autre. Et là, à partir du moment où nous assistons à une crise qui est mondiale et tous les pays sont touchés, nous assistons aussi à une uniformisation des politiques publiques et des stratégies, notamment occidentales, qui était en fait la stratégie de Boris Johnson, qui a été adoptée à partir de 2021, dire vaccination. Et puis, la vaccination permet de retrouver une vie presque normale dans la mesure où on limite les restrictions de liberté. Donc, les Français ont compris ce sens de restriction. Il y a toujours une part, notamment, qui refuse, mais la grande majorité de la population l'accepte. Et jusqu'à quand? Je pense que ça peut durer pendant très longtemps, dans la mesure où la crise sanitaire n'est pas près d'être finie. Emmanuel Macron, en ce sens, avait raison d'adopter un style qui est plutôt proche d'Édouard Philippe, plutôt que ses promesses du discours du 12 juillet introduisant le pass sanitaire, dans la mesure où il y a une forme de pérennisation de la crise sanitaire. On voit que tant qu'il n'y aura pas de vaccination mondiale, il y aura l'apparition de nouveaux variants. Et donc, vraisemblablement, la crise peut durer. On aura le fait de faire des rappels de doses tous les 3 à 4 mois pour se protéger encore contre le virus. Et donc, du coup, tous ces éléments font et montrent aux Français, à partir du moment où on leur explique un cap clair, qu'ils sont capables de tenir. Samy Biazoni, je vous vois réagir. Oui, je réagis parce que sur un point, et c'est un point qu'il est extrêmement important de comprendre. Vous ne pouvez pas dire, tant que le monde ne sera pas vacciné, on n'aura pas la fin de la sortie de crise. Parce que techniquement, on sait aujourd'hui que la stratégie d'immunité collective ne fonctionnera plus. C'est-à-dire que plus personne ne le soutient. Les gouvernements ont compris qu'il fallait passer à une phase 2 quelque part. Donc, ce que l'on peut dire, et aujourd'hui c'est un fait établi, si on avait toute la population mondiale vaccinée, il faudrait qu'elle soit vaccinée, en plus vaccinée en temps en heure, et il faudrait que le vaccin soit parfaitement efficace sur tous les variants. C'est un ensemble de conditions qui sont impossibles. En revanche, avoir une vaccination très largement répandue permet d'éviter les cas graves et donc permet d'éviter l'engorgement des hôpitaux. Il faut bien comprendre que le facteur limitant aujourd'hui, ce n'est pas la maladie en elle-même. C'est l'engorgement des hôpitaux d'une part, et d'autre part, c'est bien évidemment la létalité. On ne peut pas tolérer dans nos pays, à notre époque, qu'autant de personnes meurent. Mais dernier point, je l'ai déjà dit sur ce plateau, si on regarde la mortalité là, pour 200-250 000 cas par jour, on a une mortalité qui est autour des 200 cas. 200 cas, c'est l'équivalent d'une grippe saisonnière dure. Voilà. Donc on n'est pas dans une situation exceptionnelle non plus. Donc on a réduit le niveau de létalité à des niveaux acceptables. Avec le variant Omicron, dont on apprend quand même à le découvrir encore, et même si les scientifiques restent prudents sur sa létalité potentielle. Mais aujourd'hui, pour l'instant, oui, bien sûr. Voilà, on a 5 semaines de décalage avec l'Afrique du Sud, et il s'avère... Alors l'Afrique du Sud a une population beaucoup plus jeune, donc la comparaison n'est pas raison. Toujours est-il qu'il s'avère moins létal encore. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, et on va peut-être, au contraire, passer à une nouvelle appréhension du virus et une normalisation du virus. On va peut-être commencer à vivre un peu plus avec encore, comme une forme de grippe saisonnière, mais qui aurait une fréquence plus importante que la grippe, malheureusement, annuelle que nous connaissions jusque-là. Alors, vous avez évoqué la situation à l'hôpital. Jean Castex était hier aux urgences à Cochin pour passer le cap du Nouvel An dans un service de malades Covid. Il a écouté, bien sûr, la crainte du personnel soignant sur le manque d'effectifs de plus en plus flagrant. Regardez cette séquence. On l'écoutera dans quelques instants. Jean Castex, donc, à Cochin, avec Martin Hirsch, le président de l'AP-HP. Il faut dire que rien que les chiffres sont très parlants. On est passé de 300 à 1500 personnels positif en 2 semaines à la PHP. Écoutez, positif au Covid. On est dans le secteur de médecine. Allez, on va les entendre. À l'heure actuelle, notre principal enjeu, c'est la contagiosité de l'Omicron. Mais bien sûr. Et c'est personnel. Sur le personnel. Spectaculaire. Et donc là, c'est
Enfin, très 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 On inquiétant. fonctionne à la limite de la rupture sur ce sujet-là. Je peux donner le chiffre de Necker de ce matin. Necker, ce matin, 32% des personnels qui devaient être présents sur l'hôpital Necker. 32% absents pour Covid. Absents. Et 32%, symptomatiques. Un tiers du personnel. C'est un tiers du personnel. Et symptomatiques. C'est-à-dire symptomatiques Ouais, y a avec quasiment pas d'asymptomatiques. un syndrome fébrile, un syndrome grippal. On est passé de 300 à 800 personnels positifs à PHP. Ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on va être à 1500, etc. C'est la crainte énorme. Et l'enjeu majeur pour la semaine prochaine, c'est effectivement les retours. Il fallait impérativement que Jean Castex se rende au chevet des personnels soignants pour commencer cette année 2022 avec un hôpital dont on le sait est sous haute pression. Alors moi, je ne peux que saluer le geste de M. Castex, effectivement, de s'être rendu comme ça auprès du personnel soignant pour justement discuter de la constatation inquiétante de la montée de ce variant Omicron et de décontamination Covid. Mais en réalité, il faudrait peut-être penser à mettre en place de réelles mesures de politique sanitaire, hein, c'est-à-dire augmenter le nombre de lits d'hospitalisation et de réanimation, qui ne sont pas le même type de lit. Augmenter peut-être plus que de 100 € les primes versées au personnel soignant qui travaillent d'arrache-pied et qui n'en peuvent plus parce que entre les télétransmissions et le travail qu'ils se doivent auprès des malades est complètement ingérable pour un infirmier qui ne travaillera jamais 35 heures, qui fera beaucoup plus. Il faut savoir que 40% de personnel soignant est en moins dans les effectifs des hôpitaux et notamment la PHP. Je parle des infirmiers, des médecins, mais également des aides-soignants. Donc c'est toutes ces mesures-là, en fait, tous ces paradigmes-là que M. Castex devrait prendre en compte afin de pouvoir améliorer les conditions de travail du personnel soignant dans sa globalité. Bon, pourtant, il y a quand même plein de mesures qui ont été mises en place, une distribution de millions d'euros, le Ségur de la santé, etc. William T. Oui, mais en fait, la difficulté, c'est que la crise, en fait, les Français se sont réveillés avec la crise sanitaire en pensant qu'ils avaient le meilleur système de santé du monde et ils ont vu que ce n'était pas le cas. Et ensuite, après, les différences, c'est qu'en fait, quand on regarde notamment par rapport au système de santé allemand, nous dépensons, en termes d'argent public par habitant, le même argent que l'Allemagne. La différence, c'est que l'Allemagne avait beaucoup plus de lits de réanimation que nous et c'est pour ça que leur système de santé a mieux tenu et leurs soignants sont mieux payés. Comment expliquer cette différence? C'est parce qu'en fait, entre 30% et 35% du budget de l'hôpital public part dans l'administratif et dans les infrastructures. Donc, en fait, la difficulté, c'est qu'il faut opérer une réforme systémique de fond de l'hôpital public. Et comment le faire pendant la crise sanitaire, ça aurait été difficilement explicable. La difficulté sur les lits de réanimation, on prend souvent ce cas-là, le fait que Emmanuel Macron ait supprimé des lits et des lits de réanimation. Sur la question des lits, effectivement, il y avait une volonté de baisser le nombre de lits. Par contre, sur les nombres de lits de réanimation, la difficulté, c'est que c'est pas en termes de matériel, les lits n'ont pas été supprimés, c'est qu'en fait le personnel soignant qui accompagne et en fait, pour augmenter le nombre de lits, il faut avoir le personnel qui soit qualifié. Donc ce sont des personnes qui mettent entre 7 et 8 ans, je crois, à être recrutées. C'est le premier point. Et le fait qu'on vive une crise systémique, c'est-à-dire que tous les pays soient touchés en même temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compenser la baisse du personnel soignant français sur les lits de réanimation par un personnel étranger dans la mesure où les autres pays en ont besoin. Et la difficulté, c'est que pour augmenter et donc du coup recruter, il aurait fallu augmenter la rémunération par 30%, 50% de plus, voire même doubler pour attirer les meilleurs talents pour le fait qu'ils quittent leur pays. C'est vrai qu'on compare la France aux autres pays, notamment à l'Allemagne, mais globalement, l'OMS parle d'un effondrement des systèmes hospitaliers d'une manière générale. Finalement, c'est notre conception de la santé qui est remise en question avec cette pandémie qui dure depuis 2 ans maintenant. Ouais, je pense qu'il faut dissocier quand même la gestion normale d'une gestion de crise. En fait, ce qui est aujourd'hui défaillant, c'est la gestion de crise. Mais quelque part, c'est un peu normal. C'est-à-dire que lorsqu'on gère en fait, des lits de réanimation, dans tous les pays du monde, on les gère à quasi-saturation. C'est-à-dire ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, tous les États du monde gèrent à 60-70% de taux d'occupation. Et c'est logique, parce qu'en fait, un lit de réanimation, ce qu'on appelle un lit, c'est pas simplement un espace. C'est un lit et une équipe. Oui, c'est ce que bien sûr, absolument. Mais il faut bien le redire, parce que les gens oui, ne c'est comprennent important, pas ça. c'est vrai. Donc effectivement, ça serait illogique de laisser 50% du temps des équipes à ne rien faire ou les réaffecter à la petite semaine. Donc en fait, effectivement, la saturation, elle vient vite. Il faut savoir que lors des grippes saisonnières, les taux d'occupation et de saturation des lits d'hôpitaux peuvent atteindre 80 à 90%. Parce qu'en fait, la ligne est toujours très très proche, en fait, la ligne de franchissement. Et d'ailleurs, si vous vous replongez dans les coupures de presse, je l'ai fait, des dernières années, vous voyez que souvent, la presse titre les hôpitaux engorgés, mais on l'a oublié en fait. Et donc la question vraiment, c'est celle de l'anormalité. Comment on gère ça? Et là, je vais simplement conclure mon point sur ça. Ce qui est très inquiétant à mon sens, c'est que peu de choses sont faites en réalité. La guerre qui a été annoncée d'Emmanuel Macron, elle est menée sans effectifs, sans armée et sans tanks supplémentaires. C'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Est-ce que notre pays est plus résilient face à une deuxième crise, face à une nouvelle crise sanitaire dans 3 ans, dans 10 ans? Je ne le pense pas. On aura simplement éprouvé... Vous ne pensez pas qu'on aura appris On aura appris beaucoup sur nous-mêmes en termes d'organisation et de logistique, mais on ne se sera pas donné de moyens supplémentaires ou de capacité à embrayer la dotation de moyens. Et ça, c'est inquiétant. Alors, puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, on va voir ses vœux, ses derniers vœux du quinquennat. C'était hier soir à 20h, à 100 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. En un quart d'heure à peine, un peu moins d'un quart d'heure, il a tout balayé. Il appelle mais la crise sanitaire, les réformes, son bilan économique et social. Il a également évoqué la présidence de l'Union européenne et préparé l'élection présidentielle sans pour autant se déclarer candidat. On l'écoute. Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour y faire face et je vous demande à tous et toutes d'y veiller. Mais par rapport au même moment, l'année dernière, où les contraintes étaient beaucoup plus fortes, nous avons pour nous l'arme du vaccin et les acquis de notre expérience collective. Et donc, de vraies raisons d'espérer. Voilà, ça c'était sur la crise Covid et pour l'analyse politique de cette allocution d'Emmanuel Macron, notre journaliste politique Élodie Huchard, et on en reparle après. Un président de la République aux commandes, mais déjà tourné vers l'avenir. C'est ce qu'on a pu finalement retenir des vœux d'Emmanuel Macron hier soir. Il a commencé évidemment en évoquant l'épidémie, en ayant une pensée pour le personnel soignant, pour ceux qui ont subi l'épreuve du deuil pendant ces longs mois. Et puis le président de la République, surtout, qui a vanté les mérites des mesures prises par son gouvernement, des mesures qu'il estime, je cite, proportionnées, c'est-à-dire que selon lui, elles vont endiguer l'épidémie sans pour autant être trop privatives de liberté. Emmanuel Macron qui, bien sûr, a parlé du vaccin et a lancé aussi un appel aux 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. La France compte sur vous, leur a dit le président de la République, le chef de l'État, qui a aussi expliqué qu'il espérait que 2022 soit l'année de la sortie de crise. Un espoir parce qu'il sait bien qu'il ne peut pas le promettre. Il n'est pas le maître des horloges quand il s'agit de l'épidémie. Le chef de l'État qui a aussi vanté son bilan. Il a mis pêle-mêle un certain nombre de réformes mises en place depuis le début de son quinquennat façon catalogue, sans s'apesantir d'ailleurs dans le détail. Alors il a aussi expliqué qu'il avait mis en place des réformes qu'on attendait depuis plusieurs décennies, dit-il, qui changent la vie des Français. Un président qui se dit résolument optimiste. La France est plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans, nous a assuré le chef de l'État. Et puis évidemment, il a été question des élections et pour cause, elles sont dans toutes les têtes. Alors Emmanuel Macron qui a lancé cette phrase énigmatique « Quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai de vous servir ». Il a aussi affirmé que les échéances électorales devaient se tenir de manière la plus normale possible. Et puis évidemment, il a eu un mot pour l'Union européenne puisqu'à partir d'aujourd'hui, la France assure la présidence tournante de l'Union européenne. Une union, selon lui, une union européenne qui est porteuse d'espérance. Et puis évidemment, maintenant, on va regarder aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir parce que maintenant, ce qu'on attend et surtout dans son camp, c'est sa déclaration officielle de candidature. Alors, les réactions de l'opposition, évidemment, très vives, d'autant que tout au long de la journée, avant l'allocution d'Emmanuel Macron, chaque candidat avait présenté ses vœux aux Français. Ce qui ressort de ce que dit l'opposition, c'est un président déconnecté. Est-ce qu'il a été déconnecté de ce que vivent les Français au quotidien, selon vous, dans cette allocution? Samy Biazou. Ça ne m'a pas semblé flagrant. On a eu un discours qui était relativement digne, relativement sobre, je trouve, malgré tout. Un discours où il a articulé à la fois des éléments de bilan, parce qu'effectivement, il arrive à la fin de son quinquennat. Il est, quoi qu'on le dise, déjà candidat. Et sa juxtaposition effrénée de succès, c'est effectivement une manière de vendre son bilan. Et il ne s'en cache pas. De toute façon, c'est le jeu et la constante des derniers vœux de tous les présidents, de tous les pays, de toutes les grandes démocraties qui se représentent. Donc à ce titre-là, pas de surprise. Son discours, en revanche, je l'ai trouvé peu inspirant. C'est-à-dire qu'il n'était pas porté par un souffle. C'est un discours, quelque part, un peu de gestionnaire, un discours un peu terne. Bien évidemment qu'il y avait de la positivité, bien évidemment qu'il a essayé de propager, de partager un discours d'espoir par certains aspects, mais qui restait un discours de pragmatique, de tacticien, de technicien. Pas celui d'un candidat à la présidentielle qui voudrait insuffler du nouveau, ou du renouveau en tout cas, pour ses concitoyens. C'est ça, comme ça que vous l'avez perçu. En fait, on a plutôt l'impression d'une promesse de continuité. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose de tactique derrière ça. Jusque-là, sa sobriété, j'ai envie de dire, sa position qui était relativement en retrait,
semble plutôt porter ses fruits. Il reste un peu au-dessus de la mêlée. Il est à 25-26%. Personne ne vient le taquiner. Donc je pense qu'à ce stade, il se contente du minimum et se contente de jouer la sécurité. Sabrina Mechber, est-ce qu'il a bien géré en termes d'image ou est-ce que ça manquait de souffle, comme le dit Samy Biazoni, ou est-ce que c'était choisi quelque part? Ça manquait de souffle, oui. Franchement, j'ai trouvé que ça manquait de panache, ça manquait de dynamisme, ça manquait de volontarisme. Oui, quant à ce que vous venez de dire, effectivement, on est dans la posture d'un président en pré-campagne, fidèle à lui-même. Moi, je voudrais souligner l'absence du drapeau français sur l'Arc de Triomphe préalablement à la mise en œuvre des vœux du président de la République. Je trouve que symboliquement, c'est assez dramatique. Mais alors là, évidemment, c'est Valérie Pécresse, entre autres, Marine Le Pen ou Éric Zemmour se sont empressés de le signaler. A priori, c'était prévu et normalement, le drapeau français reviendra. C'était juste pour le coup d'envoi. Enfin, voilà, je rappelle ce qui est dit, mais le drapeau européen sera remis à sa place, si je puis dire. Là, c'était juste pour lancer cette présidence de l'Union européenne. Mais bon. Dans l'ensemble, effectivement, dans la forfaiture de son discours, je l'ai trouvé fidèle à lui-même, dans un ton, encore une fois, assez paternisant. Il est même plutôt prédicateur. Il nous dit qu'en 2022, la crise sera peut-être estompée, que tout ira mieux, que tout sera sous contrôle, qu'il gérera mieux la crise. Mais enfin, c'est une pandémie. Il n'en sait absolument rien. Nous savons d'ailleurs tous que voilà, les variants se multiplient, le virus mute. Donc, il n'en sait encore rien. Donc, je l'ai trouvé assez suffisant, en tout cas, vis-à-vis de la pandémie. Et comme j'ai encore une fois remarqué, comme à son habitude, lorsqu'il fait de grands discours, l'absence du régalien est encore une fois présente, l'absence d'inquiétude vis-à-vis des inquiétudes des Français a été remarquée lors de son discours, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé du pouvoir d'achat, il n'a pas parlé de la montée de l'insécurité, il n'a pas parlé du recul de la laïcité, il n'a pas parlé de la montée de l'islamisation en France, qui sont pourtant des sujets qui préoccupent les Français, dont on aurait aimé justement qu'ils puissent indiquer quelques marges de manœuvre. Il a simplement indiqué à la toute fin des mots comme ceci, un peu sporadiquement, laïcité, cultivons nos différences. Contre l'islam radical. Mais enfin, tout ça a été en bout de course, alors que j'aurais aimé, et comme beaucoup de Français, qu'il s'appuie justement davantage sur ces sujets qui sont des sujets d'inquiétude des Français. En 14 minutes, finalement, c'était beaucoup de temps et trop peu? Non, je pense que c'était à peu près bien calibré. Moi, je dirais, par contre, à la différence... En fait, on peut juger les vœux d'Emmanuel Macron en valeur absolue, mais comme on est à l'aube d'une campagne présidentielle, il faut les juger par rapport aux vœux des autres candidats. Et si, effectivement, on aurait pu dire qu'il manquait un peu de dynamisme, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, par rapport à 2017, il a perdu son audace originelle. C'était quelqu'un qui était dynamique, qui était disruptif, qui voulait casser les codes. Là, il ne peut plus le faire vu qu'il est président sortant. Donc, dans la mesure, il s'est normalisé. Mais quand on le compare par rapport aux autres, moi, je pense qu'en termes de stature, d'image et en termes de présidentialisation, il est bien meilleur que les autres à l'heure actuelle, dans la mesure où il occupe la fonction. Et les Français, à la différence d'il y a 5 ans avec François Hollande, n'ont pas honte en termes d'image d'être représentés par Emmanuel Macron en France et à l'étranger. Par contre, quand on regarde les différents points en termes de stratégie, moi je pense qu'Emmanuel Macron a perdu son audace parce qu'il joue la stratégie de François Mitterrand de 88, qui était la France unie, inspirée par Jacques Pilan et Gérard Collomb. Donc quand on prend la France unie, en fait, on cherche à rassembler tout le monde et donc à ne prendre aucun sujet clivant. Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui était adepte des petites phrases. Il faut traverser la rue pour trouver un emploi. On dépense un pognon de dingue et par contre les gens sont toujours pauvres. Et là, il est sur une posture où il a pris des sujets plutôt consensuels. La question de la crise sanitaire, où la grande majorité des Français sont d'accord avec sa politique. La question de l'Europe, où globalement la plupart des Français sont plutôt européens. Il n'a pas pris de risque. Il n'a pas pris de risque. En fait, il a pris des sujets qui étaient plutôt consensuels en vue d'incarner le père de la nation, qui est en vue de rassembler, plutôt que de prendre un discours qui est partisan. La difficulté de prendre ce type de discours, c'est à la fois sur ses vœux et sa dernière intervention où va la France, c'est qu'on est incapable de dire, à la différence de 2017, quelle est la vision de la France, de l'Europe et du monde d'Emmanuel Macron. Absolument. On savait à peu près ce qu'il faisait en 2017. C'était une sorte de Barack Obama à la française, de Kennedy, de Tony Blair, une sorte de deuxième gauche plutôt moderne. Là, par contre, on ne sait pas s'il veut aller à droite, on ne sait pas s'il veut aller à gauche, s'il veut se rester en même temps plutôt flou. Et donc, on n'a pas de perspective sur ce qu'il voit comme vision de la France du XXIe siècle. Et pourtant, après la crise sanitaire qui a chamboulé une grande partie de nos certitudes, qui a bousculé la géopolitique mondiale, on aurait besoin d'un président qui décline un cap pour projeter un pays dans le nouvel horizon et enfin faire entrer la France dans le XXIe siècle. La question pour Emmanuel Macron, c'est de savoir si c'est le dernier président du siècle ou c'est enfin le président qui va être capable de faire basculer la France dans une transition vers le nouveau siècle. Trop stratège, peut-être Emmanuel Macron hier soir, Samy Biazoni, vous avez... Non, je pense pas. Enfin, il n'y a pas non plus caché des intentions qui ont l'air
excessivement sibylline ou véritablement stratégique. Non, je pense qu'il a été pragmatique, c'est-à-dire qu'il a été rassembleur. Alors, avec une stratégie, effectivement, comment je pourrais la qualifier, de saupoudrage sémantique. C'est-à-dire qu'effectivement, il en a donné pour tout le monde. J'étais très content d'entendre l'universalisme retrouver sa place dans le discours républicain. C'est vrai que ça a été balayé à la cavalcade, comme il dit, mais c'est allé très vite. Oui, alors c'était une succession de ruades dans une grande cavalcade. Effectivement, c'était ça. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait de stratégie extrêmement établie. Il est effectivement à ce moment charnière où je ne sais pas si lui-même sait quelle stratégie il a envie d'adopter. Effectivement. Est-ce que son en même temps peut continuer indéfiniment? Ça a l'air d'être plutôt le cas. Est-ce qu'il est obligé de mettre la barre à droite véritablement? A priori, il va la mettre plus à droite qu'à gauche. Mais à mon avis, la stratégie de campagne n'est pas affirmée. Et peut-être un point, honnêtement, ça aurait été, s'il avait fait, c'est-à-dire s'il avait été plus candidat, on lui aurait reproché. Donc soyons un peu raisonnables, soyons contents qu'il ait gardé un petit peu de distance. Il est un temps pour la campagne, il est un temps pour le rôle de président, il a incarné son rôle de président. Et il est encore président encore pour son jour, et puis pour la candidature ou sa déclaration, ce sera vraisemblablement au moins vers la fin du mois de janvier. Est-ce que vous êtes optimiste pour cette année 2022? On vous a posé la question, la réponse dans un instant dans notre prochaine édition, et on reste ensemble évidemment pour continuer à parler de cette actualité de ce 1er janvier 2022 où beaucoup de choses commencent à changer. À tout de suite. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr. C'est assez 9h30 en direct sur CNews. Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre. Bonne année également. La nouvelle année commence comme la précédente sous la menace du Covid, mais cette fois c'est le variant Omicron qui fait craindre des semaines difficiles. Hausse des hospitalisations, plus de 230 000 nouveaux cas hier. C'est dans ce contexte que Jean Castex a passé le cap de la nouvelle année auprès du personnel soignant de Cochin. Nous verrons aussi comment vous abordez cette année 2022. Ce sera en tout cas une année très dense avec beaucoup de grands rendez-vous, dont l'élection présidentielle dans 100 jours ou encore la Coupe du Monde de football au Qatar. Et puis nous parlerons, c'est vous qui nous en parlerez d'ailleurs, Yann Effelé, on vous a aperçu, mais vous nous en direz plus sur ce calendrier. Et puis on s'intéressera aux emballages plastiques qui disparaissent pour les fruits et légumes dans notre quotidien à partir d'aujourd'hui. Désormais place aux sacs en papier ou en carton. Vous verrez notre reportage dans une usine qui s'est adaptée. Et toujours autour de la table, William Tay, Sabrina Mechber et Samy Biazoni. Merci de continuer à nous accompagner. On est ensemble jusqu'à 10h. On va commencer par évoquer le Covid, évidemment, puisque c'était le deuxième réveillon sous Covid. Et Jean Castex, le Premier ministre, a choisi donc de passer son premier de l'an auprès du personnel soignant dans un service Covid à l'hôpital Cochin. Une façon de montrer que l'exécutif fait toujours très attention à ce personnel soignant qui a été très malmené depuis 2 ans maintenant, et avec cette crise sanitaire. C'est vraiment le sujet que tous les Français se coltinent, j'allais dire, même si le mot est un peu trivial, mais c'est la réalité depuis 2 ans, avec un regain d'inquiétude avec Omicron. On en parlait tout à l'heure autour de la table. Vous vous rendez compte que même vos proches ont eu un moment de frayeur avec Omicron. Il était temps quand même de rassurer un petit peu William Tay. On sent que tout le monde veut en voir le bout, mais que c'est pas fini. L'année commence avec un petit truc qui a du mal à passer quand même. En termes de situation, la situation est plutôt anxiogène. On a vu, il y avait une distinction entre les plus âgés, notamment retraités, les plus de 60 ans, qui ont peur en fait toujours du virus, même si on regarde avec une 3e dose, le risque de mortalité est quand même très faible. Donc il y a besoin d'avoir un discours qui est là pour rassurer en termes de perspective. Je me rappelle, lors du premier confinement, on avait souvent des points d'étape qui expliquaient la situation épidémique parce qu'on n'était pas au fait du virus, et donc du coup il y avait Olivier Véran ou Jean Castex qui expliquaient la situation. On aurait besoin de clarifier la situation sur le fait que effectivement le virus se propage beaucoup plus, mais par contre le nombre d'admissions dans les hôpitaux est beaucoup moins élevé, et en réanimation encore moins si on suit la même courbe que le Royaume-Uni qui a une avance de 3 semaines par rapport à nous. Et ensuite, après, deuxième point, c'est le fait que Omicron, à la mesure où il touche beaucoup de personnes, désorganise la société, à la mesure où il y aurait 2 millions de cas contacts ou 3 millions de cas contacts en France, et donc du coup tous les services à l'aube de la rentrée le 3 janvier, la société est complètement désorganisée à plusieurs niveaux. D'une part parce que quand on est cas contact, on ne peut pas travailler.
on est isolé chez soi. Et deuxième point, c'est que le fait que les personnes ont peur du coup de sortir et donc du coup il y aura un impact psychologique sur la question de la reprise économique. Dans la mesure où les gens ont peur de la société, est-ce qu'ils vont être encouragés à investir, à consommer, à sortir, dans la mesure où il y a une menace épidémique qui est quand même importante d'un point de vue en termes de contexte. Et sur ce plan-là, moi je pense que l'exécutif aurait, plutôt que de faire des mesures qui sont plutôt électoralistes en vue de cajoler son électorat plutôt retraité, annoncer un discours qui est plutôt clair en termes de perspective. La situation épidémique fait que, comme on l'a rappelé, le virus avec la 3e dose permet de protéger la population. Nous n'aurons pas de saturation dans les hôpitaux et tenir un discours plutôt optimiste qui est en corrélation avec les vœux d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il ait voulu une année 2022 plutôt optimiste. Il y a un manque de pédagogie, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Moi, j'ajouterais que finalement, le sentiment du Français aujourd'hui se scinde en deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il est exaspéré parce qu'il s'est fait vacciner, parce qu'il respecte les gestes barrières, parce qu'il porte son masque en extérieur, etc. Et de voir que ce variant est présent, même si effectivement, il est très faiblement même létal. Je crois que le séquençage dans les hôpitaux, c'est le variant Delta qui a plus de 84% selon les données de Santé publique France. Et en même temps, l'inquiétude justement d'être, si jamais il est contaminé, d'être encore une fois, comme vous le disiez, isolé, c'est-à-dire contraint de ne pas travailler, symboliquement confiné, donc privé de son oxygène social, privé de ses libertés et privé de la possibilité justement de pouvoir faire ce qu'il veut en toute liberté. Voilà. Samy Biazoni. Non, c'est vrai qu'on aurait dû ou pu s'attendre à un discours beaucoup plus optimiste. Je veux dire, il faut à un moment, il faut remettre la pompe en marche quelque part. Et là, on a une occasion unique. On est a priori à la fin de Delta. Les cas graves sont, il faut le dire, des cas de Delta pour l'instant. Les pays qui sont un peu plus en avance montrent que, a priori, le variant Omicron est beaucoup moins létal. Donc effectivement, c'est aussi l'opportunité de dire, nous allons continuer à protéger les plus fragiles, continuer à protéger tous ceux qui le souhaitent, et on va aussi commencer à revivre un peu plus normalement. Parce que, effectivement, les données du problème ne sont plus du tout les mêmes que celles d'il y a 1 an, et a fortiori, celles d'il y a 2 ans. Or, lorsqu'on écoute le discours gouvernemental, il a absolument la même teneur que les précédents. On retient les semaines difficiles, les semaines difficiles qui nous attendent. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On parle de semaines difficiles lorsqu'on a une épidémie en 2016, on a eu une épidémie de grippe saisonnière qui a fait 20 000 morts. Mais 20 000 morts concentrés sur 2 mois. Donc, on a un niveau de mortalité quotidien qui est quasiment équivalent. Donc bien évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut gérer 250 000 cas par jour. Ça n'a rien à voir avec une épidémie saisonnière. En revanche, on ne met pas le curseur là où il se doit. Ça n'a pas la même gravité et il faut commencer à adapter le discours de manière à ce que la population ait le bon niveau de vigilance et qu'on ne surjoue pas les situations. C'était peut-être un message adressé aussi à l'hôpital, bien sûr, qui est en grande souffrance et qui a peur de voir arriver abondamment des gens dans ses services. Oui, tout à fait. Et je rajouterais aussi que les Français aussi, depuis le début de cette crise, entre guillemets, émotions négatives et positives et surtout injonctions paradoxales. On sait très bien que ce variant Omicron n'est pas un variant dont la létalité est élevée, que c'est le variant Delta qui est le plus mortel, qu'il s'agit simplement de contamination et non pas d'hospitalisation. Et lorsqu'on observe les mesures prises par le politique, on peut aussi s'interroger sur la véracité de la scientificité des mesures. Lorsqu'on vous interdit de boire un verre debout mais un verre assis, lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas le droit de manger de chips dans le train, mais que, excusez-moi, les clubs échangistes sont ouverts, le Français, il oscille entre injonctions paradoxales et du coup, il n'arrive plus à se positionner par rapport à la mesure du politique. Il y a un manque de clarté, selon vous. Et quand Emmanuel Macron dit qu'il faut absolument que les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés se fassent vacciner, est-ce qu'il y a aussi un manque de conviction ? Le manque de conviction, en tout cas, Emmanuel Macron a des mesures, en tout cas, contraignantes sur le plan de la vaccination et puis a quasiment brassé le plus large possible pour atteindre un solde le plus élevé. Quand on prend la dernière mesure introduisant le pass sanitaire, on a vu, je crois, qu'il y avait 200 000 primo-injections, donc de personnes qui n'étaient jamais vaccinées, qui sont parties aller se faire vacciner la dernière semaine avant Noël. Donc, du coup, il a quasiment pris les dernières mesures. Je crois que le dernier stock restant sont des personnes qui sont plutôt isolées, soit anti-vax, soit qui considèrent qu'ils sont en marge de la société. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment besoin, comme ils ne sont pas en contact avec le public, de les faire vacciner. Donc, ils ont très peu de risques de toucher le reste de la société. En tout cas, le solde. Il y a quand même 5 millions. Non, mais 5 millions, quand il y a de 5 millions, je crois qu'il y en a 1 million qui va être en point de se faire vacciner. Ensuite, après, il y a 2 millions de personnes qui sont assez isolées. Et je crois que les 2 millions restantes, ce sont des personnes qui sont globalement anti-vaccins. Et sur les 2 millions de personnes isolées, la difficulté, c'est qu'il y a des personnes encore âgées, les plus de 80 ans, etc., qui ne sont pas encore vaccinées. Ensuite, sur le différent plan de politique publique, c'est qu'Emmanuel Macron, en introduisant le pass sanitaire
notamment, et donc du coup évitant les brassages de population entre les vaccinés et les non vaccinés. On peut se dire qu'avec la 3e dose et le fait qu'on ait une population largement vaccinée à plus de 92% de la population éligible, on a très peu de chances en fait de rentrer en saturation des hôpitaux en raison de la vague Omicron qui est beaucoup moins létale que la vague Delta. Et donc à ce niveau-là, Emmanuel Macron, plutôt que de mettre un discours qui est plutôt alarmiste, devrait encourager, en lien avec son discours optimiste, en disant, un peu comme ce qu'a fait Boris Johnson après les fêtes de Noël, en disant on va libérer le pays, parce que ce qu'il faut, c'est avoir une reprise économique. Il a une tendance à vouloir, d'une part, cajoler son électorat retraité. Deuxièmement, c'est qu'il subit une pression des scientifiques et des médecins qui sont très enfermistes et qui veulent tout le temps confiner. D'une part, parce qu'eux, ils sont plutôt à l'hôpital, et à l'hôpital, c'est vrai qu'il y a une sorte de saturation, c'est-à-dire qu'ils sont épuisés mentalement. Et donc c'est vrai que c'est pour ça, mais ce sont plutôt des syndicalistes de médecins plutôt que des personnes qui agissent pour l'intérêt général. Et enfin, 3e point, c'est qu'il y a une tentation malgré tout de faire perdurer la crise sanitaire et d'avoir un discours alarmiste qui est tentant pour lui de s'en servir, dans la mesure où en 2017 il s'était fait élire avec l'affaire Fillon, donc il n'y a pas eu de débat sur son projet politique. Et si par cas il n'y a pas de débat sur son bilan et le fait qu'il ait une absence de vision pour l'instant, et ben du coup il peut retarder sa candidature, ce qui lui servirait, ce qui est en lien avec sa stratégie de François Mitterrand en 88. Il faut se rappeler que Mitterrand en 88 il s'annonce 3 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et Emmanuel Macron donc de reporter une image plutôt positive, pleine d'optimisme, etc., au moment de la déclaration et de la garder pour le plus tard possible. Mais sauf qu'en attendant, peut-être que les autres candidats, eux, prennent une avance en termes justement de... En fait, ils ne peuvent pas faire campagne. Ouais. D'être sur l'analyse... Je suis sur la même ligne, effectivement, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Quant au positionnement d'Emmanuel Macron... non, enfin, de toute façon, il faut être clair. Déjà, c'est très tôt pour un président de la République en exercice et on lui reprochera d'avoir quitté les affaires, surtout en période de crise. Donc, le meilleur à faire, c'est de garder cette image de père de la nation, cette image réconfortante, cette image aussi de quelqu'un qui sait tenir un cap. Ce qu'on ne pourra pas lui reprocher, c'est d'avoir dérogé au principe qu'il a lui-même fixé. Jusqu'à l'absurde, quelque part. Effectivement, aujourd'hui, il est absurde, il faut le dire, de porter un masque en extérieur. C'est absurde. Bien évidemment, sauf cas particuliers, dans les marchés de Noël, voilà, qui sont en fait des espaces semi-clos parce que les gens stagnent et sont dans un petit espace. Mais pour le reste... C'est une façon symbolique de rappeler que les gestes barrières sont impératifs. Mais c'est symbolique lourd. Bien sûr. Lorsqu'on fait du symbolique, on ne demande pas en même temps aux forces de sécurité de renforcer les contrôles sur le port du masque en extérieur, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de hiatus qui est constitutive du discours et qui, elle, peut s'avérer gênante à long terme. Donc, il joue quand même un petit peu avec le feu, même s'il est dans son rôle. Quand Emmanuel Macron dit « le devoir prime sur les droits », la phrase est quand même très forte. Il rappelle l'objet du contrat social et ça fait plusieurs fois qu'il essaye de le faire depuis qu'il a introduit la question du pass sanitaire, dans la mesure où c'est vrai, en fait, la République s'est créée à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, introduisant des droits bourgeois plutôt individuels, mais dans le même temps avait introduit des devoirs. Enfin, en tout cas, la République avait fait appel à trop de devoirs, dans la mesure où à l'époque, quand la République s'est créée en 1789-1792, on était victime des puissances étrangères monarchiques qui nous envahissaient et donc du coup, on a eu les batailles de Valmy, et donc il y a fort appel à devoirs. Il s'est fait un grand équilibre dans le contrat social. Et ce que lui essaye de voir, c'est notamment que la question, plutôt sur les questions de droite, les positionnements plutôt droitiers, sur la question de la liberté individuelle. Et donc, du coup, il va essayer de cliver comme lors des européennes de 2019, lorsqu'il avait fait les progressistes et les nationalistes. Et en fait, il va utiliser la crise sanitaire où son positionnement est plutôt consensuel et dans la mesure où il essaie d'équilibrer entre pas trop enfermé, mais avec assez de liberté, et pour essayer de cliver les autres oppositions, à la fois sur la question sanitaire, sur la question européenne et sur la question également de la vision de la République, dans la mesure où lui, comme ce qu'il avait dit, je me rappelle d'une image quand il était candidat en 2017, il avait dit « Moi, je suis le candidat du en même temps, les candidats de gauche sont plus pour l'égalité et moi, je suis plus pour la liberté. Les candidats de droite sont plus pour la liberté et moi, je suis pour faire les deux en même temps. » C'est exactement sa position. Il est à la fois pour les droits individuels, mais également pour les devoirs. Comme ça, il se met au milieu entre la gauche et la droite. Il est 9h41 exactement, nous sommes le samedi 1er janvier. Beaucoup de choses vont changer en 2022 et puis il y a aussi des choses qu'on attend, des grands événements. Par exemple, l'élection présidentielle, le premier tour, donc le 10 avril prochain, dans son jour très exactement. Si Yann Effelé est dans les parages et il arrive au parfaitement bon moment, vous êtes le chef de l'agenda aujourd'hui, Yann Effelé. Vous allez nous montrer quels sont les grands rendez-vous qui, on l'espère, pourront avoir lieu cette année. Oui, Isabelle, et je vous propose de commencer par les événements politiques. Et le premier qui nous attend, il a déjà commencé à minuit. La France prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Cela dure 6 mois et arrive
tous les 13 ans, un rôle qui se limite pour la France à un pouvoir d'influence. En avril, ce sont les 2 tours de l'élection présidentielle. Réservez votre 10 et 24 avril parce que vous irez aux urnes et vous pouvez déjà aussi réserver 2 autres dates, les 12 et 19 juin pour les élections législatives, l'élection des 577 députés. 2022, ce sera aussi la COP27 en Égypte, un des pays les plus menacés par le réchauffement climatique actuellement. Côté sport, 2 événements majeurs. Les JO d'hiver en Chine, avec un début le 4 février à Pékin. Avec l'épidémie qui progresse partout dans le monde, la Chine fait tout pour étouffer toute reprise dans le pays actuellement. Et puis le 21 novembre, ce sera la Coupe du Monde de football au Qatar en novembre, oui. Une première en hiver. Après les multiples polémiques et controverses, le pays va devoir relever un défi, accueillir les nombreux supporters étrangers. Merci beaucoup Yann Effelé pour cette perspective de 2022 avec des événements qui sont quand même aussi positifs et c'est important parce que on l'a évoqué tous autour de la table, il y a quand même une tendance au pessimisme, à la fatigue, à l'épuisement chez les Français. Il y a une étude au Doxa Le Figaro réalisée très récemment qui révélait que les Français seraient pessimistes pour l'année qui commence. 17% seulement pensent que 2022 sera meilleur que 2021. Alors nous sommes allés poser la question à des Toulousains sous un très beau soleil, vous allez le voir. C'est un reportage signé Jean-Luc Thomas et on parlera après de l'état d'esprit des Français au moment d'aborder cette nouvelle année. Le soleil et les 20 degrés du moment rendent forcément la vie plus douce. 2 raisons qui poussent les Toulousains à être positifs en ce début d'année. Je suis normalement optimiste. Malgré cette année qui était très très difficile, mais je suis optimiste. Je reste optimiste. Si on reste pas optimiste, je pense qu'on ne tient pas la route, quoi. Enfin, on devient fou. Les grands classiques que sont la santé et la famille restent en tête de liste pour les priorités de cette nouvelle année. Le travail n'est pas loin, il reste une valeur sûre avec parfois de bonnes nouvelles. Je n'avais pas le papier, je viens d'être régularisé, donc 2022 s'annonce très bien pour moi. Je vais travailler, je vais habiter ici à Toulouse. Je dirais être bien dans mon travail, progresser à ce niveau-là. Je suis encore en alternance. Autour de la Covid, espoir et incertitude se mêlent dans un méli-mélo de perplexité. Il faut espérer que le pire est passé et que ça va s'arranger, qu'on va passer une bonne année et qu'on va trouver des solutions. Je pense qu'on n'en a pas fini. J'aurais envie d'espérer que ça s'arrête, mais j'y crois moyennement aussi rapidement. Pour les 4 prochains jours, les Toulousains prendront leurs bonnes résolutions sous le soleil et un ciel bleu. Une bonne nouvelle ou pas. Samy Biazoni, il y a toujours quelque chose de très particulier, un 1er janvier, comme si c'était on balayait le passé, on se redonnait de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions pour certains. Qu'est-ce que vous retirez de ces confidences des Toulousains, certains qui essayent d'être optimistes, mais qui savent que malgré tout, il y a toujours cette pandémie qui est là? Oui, je pense que le petit sondage illustre bien un peu le sentiment répandu chez tout le monde. On s'est habitué. On s'est habitué à l'anormalité. On sait la normalité, L'. Oui, à ce qui n'est pas normal. Qui n'est pas normal. Et comme on est dans une situation qui n'est pas normale, il est très difficile d'avoir une vision prospective des choses. Et lorsqu'on ne peut pas avoir une vision prospective des choses, on gère. On gère comme on peut. C'est difficile d'être très optimiste en réalité dans une période comme celle que l'on vit. Donc je pense qu'on se rapproche de ceux qui nous entourent, on se raccroche aux petits riens. Et c'est ça qui va, à mon avis, marquer le début de l'année. Et ensuite, il va peut-être se passer quelque chose. On a quand même l'élection présidentielle et on sait que sur la Ve République, c'est un moment extrêmement important de notre vie politique, voire de notre vie sociale. Donc ça peut marquer un renouveau, positivement ou négativement. Et je vous rappelle qu'avant d'entrer dans cette crise sanitaire, on a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été un mouvement extrêmement dur, un mouvement de partition et de fragmentation du corps social extrêmement important. On ne sait pas, lorsque on aura relâché finalement la contrainte du Covid, dans quel monde, quelle France on retrouvera. Quelle France on retrouvera du point de vue des séquelles psychologiques. Quelle France on retrouvera du point de vue de la solidarité. Quelle France on retrouvera économiquement aussi. Il ne faut pas oublier, Emmanuel Macron a beau être positif, on a aujourd'hui une dette qui s'est creusée considérablement. Je dis bien considérablement, comme peu dans l'histoire. La dernière fois que ça s'est creusé autant, c'était pendant la crise de 2008, sous Sarkozy. Et ça, c'est un legs extrêmement douloureux dont il va falloir, avec lequel il va falloir vivre quelque part. Et quand on va se réveiller un peu, est-ce qu'on va retrouver une forme de gueule de bois? Ça, on ne le sait pas. Et c'est de ça que l'avenir va être fait. 17% de Français qui pensent que 2022 sera meilleur que 2021. C'est quand même pas beaucoup.
C'est dramatique. Ça, c'est l'étude de Doxa, Le Figaro, c'était. Le chiffre est très inquiétant, le chiffre est terrible. 17%, rendez-vous compte, c'est surréaliste. C'est vraiment très, très inquiétant. Effectivement, les nouveaux, les premiers de l'an sont toujours des moments où on insuffle, où on s'auto-insuffle de belles choses et de belles perspectives, comme vous l'avez signalé. Mais il n'en demeure pas moins que l'on sort d'un trauma collectif. Que cette crise a affecté effectivement bon nombre de Français sur le plan psychique, qui est effectivement une donnée anthropologique à ne pas négliger justement pour les années à venir. Après, effectivement, ils ne peuvent être qu'optimistes dans le sens où on a quand même trouvé des palliatifs pour résorber entre guillemets cette crise avec les gestes barrières, la vaccination exponentielle, mais il n'en demeure pas moins que les Français sont très inquiets sur bon nombre de sujets parce qu'il n'y a pas que la crise sanitaire en France. La crise française est multifactorielle, elle est civilisationnelle, elle est identitaire, elle est économique et tout ça inquiète les Français et je pense que ce sont des données, des paradigmes à ne pas négliger. Oui, des Français pessimistes en une année présidentielle, ça va peser ça sur la campagne, William Tay? Ça va peser sur Emmanuel Macron dans la mesure où son électorat est le candidat le plus optimiste, alors que les autres électorats, notamment pour les candidats de droite, sont beaucoup plus pessimistes sur l'avenir de la France. La difficulté, c'est comment a été posée la question. C'est en fait, pensez-vous que l'année 2022 sera meilleure que l'année 2021 sur le plan collectif et au niveau français, État-nation ou communauté nationale, ou est-ce que c'est au niveau individuel? Ce qu'on voit progressivement, c'est qu'en fait, les Français assimilent leur propre destin personnel à la question de la communauté nationale et que les Français, naturellement, sont un des pays les plus pessimistes. Je crois que j'avais vu une étude comme quoi les Français étaient plus pessimistes que les Irakiens après la guerre en Irak. Donc c'était ce qui en dit long quand même sur notre capacité à être pessimiste. Sur la capacité. Ce qu'avait dit le philosophe Marcel Gauchet dans Comprendre le malheur français, c'est qu'en fait les Français ont une certaine aspiration due au rôle qu'ils ont joué pendant l'histoire et qui ont été un des 5 plus grands pays du monde à peser en fait dans le concert des nations. C'était là où De Gaulle avait rompu avec une sorte de porosité de la 4ème République, elle avait réussi à réintroduire la France dans le concert des nations. Et depuis la grande épopée gaullienne, et surtout depuis le déclin entamé par François Mitterrand en 1981, nous n'avons plus de destin collectif sur lequel nous projeter, nous n'avons plus de cap et plus de vision. Le dernier cap, c'est celui de François Mitterrand, qui était la construction de l'Union européenne, dont on fête les 20 ans de l'adoption de l'euro. Et tous les différents candidats à l'élection présidentielle peuvent porter un constat sur le déclinisme, etc., mais ne proposent pas un cap sur ce que serait que la France du XXIe siècle, en termes de perspective, comment on organise notre société, en termes avec les nouvelles organisations du monde du travail, l'adoption du télétravail, le fait que notre identité a été mise en... Notre modèle d'identité, en fait, était particulier. C'était un modèle unitaire, alors que là, on est en train de se diriger petit à petit vers un modèle anglo-saxon. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la singularité française, alors que nous vivons une crise systémique de plus en plus importante et que tous nos repères ont été battus en brèche? C'est là où les Français, à partir du moment où ils ont une offre politique qui est compliquée, et n'ont pas de perspective, ne peuvent pas se retrancher derrière un espoir. Si par cas, ils avaient un espoir ou une perspective sur laquelle se dresser, sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur le plan familial, seraient beaucoup plus optimistes. Tant qu'il n'y aura pas d'espoir, ils ne pourront pas se projeter dessus. C'est ça, il n'y a pas une idée collective, quelque chose qui soit inspirant, quelque chose qui nous fasse entrer vraiment dans ce fameux 21e siècle? Je trouve qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. La liberté, c'est l'ADN philosophique du français. Et quand on lui a confisqué tous ses liens sociaux et affectifs pendant plusieurs mois, ça l'a évidemment affecté et du coup engendré, comme vous le disiez si bien, un manque de repères. Et donc une perte de sens. Donc effectivement, un aveuglement sur la perspective de l'avenir. Qui fait partie des traumatismes individuels et collectifs de cette crise. Donc oui, c'est encore une fois très inquiétant. Vous voulez réagir peut-être? Non, on est là. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est lorsqu'on regarde les défis ou les promesses d'Emmanuel Macron, il cite la transition écologique, mais la transition écologique, c'est quand même un chemin qui est pavé d'un certain nombre de complexités. C'est-à-dire qu'on laisse pudiquement de côté. On enlève le plastique, aujourd'hui on ajoute un petit coup de malus au poids, donc on fait de la mesurette, mais un certain nombre de concitoyens savent aussi que ça peut être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus traumatique. Donc il y a aussi ce genre de craintes qui sont des craintes plus long-termistes, de changement de modèle assez fondamental. Effectivement, le changement du modèle d'assimilation ou de creuset républicain vers un modèle plus communautariste ou communautarisant, pose un véritable défi à notre pays. Et je pense que d'ailleurs, la plupart des Français n'y sont pas prêts.
Mais aujourd'hui, on ça, c'est pas très optimiste pour le coup. Mais non. Ça fait même partie des inquiétudes des Français, la montée du communautarisme et la disparition et de la disparité de l'universalisme républicain français, évidemment, et de l'indivisibilité de la République. Ça fait partie des paradigmes d'inquiétude des Français. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, dans finalement les promesses, la deuxième cavalcade d'Emmanuel Macron, en réalité, il y a autant de raisons de craindre que de raisons d'espérer. Et là, on est au cœur peut-être du malaise, ou en tout cas du manque de regain d'enthousiasme des Français. Merci à tous les trois. Place au sport. 2021 restera l'année où Fabio Quartararo est entré dans l'histoire du sport français. À 22 ans, 6 mois et 4 jours, El Diablo devient le premier champion du monde français de MotoGP. Fabio l'a fait! La moto française a enfin son roi! Son nom est Quartararo, il est niçois et il est champion du monde MotoGP! Lui est entré un peu plus dans l'histoire du tennis. Novak Djokovic a remporté cette année l'Open d'Australie, Roland-Garros, puis Wimbledon. Le numéro 1 mondial égale le record de Rafael Nadal et Roger Federer, avec 20 titres en Grand Chelem. Une année pour les Bleus contrastée. En juin, l'équipe de France rentre groggy de l'Euro 2020, éliminée en 8e de finale par la Suisse. 4 mois plus tard, les joueurs de Didier Deschamps retrouvent le sourire après une victoire contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. 2021, une année historique pour le rugby français. En novembre dernier, le 15 de France renverse la Nouvelle-Zélande 40-25. Jamais les Bleus n'avaient battu les Blacks avec une telle différence de points. Et dans la foulée, Antoine Dupont est désigné meilleur joueur du monde. Une saison de sport terminée en apothéose sur Canal+. 12 décembre 2021, ultime Grand Prix de la saison, Max Verstappen, Lewis Hamilton, le titre est en jeu. Et tout se joue dans le dernier virage. Il y va ici, à l'intérieur. Attention, il est passé. Verstappen est passé. Le dernier virage. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Il est champion du monde. Mais non, mais c'est fou. Allez, c'est l'heure de se quitter. Merci William T, merci Sabrina Mechber et merci Samy Biazoni d'être venu débattre des thèmes de l'actualité autour de ce samedi 1er janvier 2022 quand même. Bonne année à vous, profitez bien. Nous on se retrouve demain évidemment, même endroit, même heure, 7h pour la matinale week-end et encore une très bonne année à vous trois et à très bientôt j'espère. Également. Bonne journée.